je suis, d'où je viens, mes origines. Vous voyez très bien où je vais vous emmener. Laissez-moi vous dire que je vais vous raconter une histoire qui n'est pas encore finie. Je vais vous raconter mon voyage vers mon africanité. Avant cela, je tiens à vous dire que je m'appelle Audrey Kamali et que depuis peu, j'ai rajouté Ouambaye, le prénom de ma mère. Parce que ce sont ces deux personnes-là qui m'ont amenée à voyager. Je voudrais vous dire aussi que ce soir, j'ambitionne de vous expliquer comment j'ai compris, entre 2018 et 2019, que j'étais africaine. Pour cela, nous allons remonter 20 ans en arrière. J'ai 5 ans. En mars 1998, je viens d'atterrir sur le territoire français. Et j'entends ma mère prononcer une phrase qui résonnera pour toujours dans ma tête. Je demande l'asile politique. Cette phrase-là a son importance, parce que c'est avec cette phrase-là que j'aimerais vous expliquer pourquoi j'aime la France. Oui, je suis ici pour vous dire que je ne parlerai pas du génocide. Je ne parlerai pas non plus de ces années d'exil. Je suis ici pour vous faire une éloge sur la France. J'aime la France, alors, parce que ma mère prononce cette phrase en 1998. J'aime la France également, parce qu'un an après notre arrivée, cette France-là va réunir toute ma famille et nous accorder cet asile politique. J'aime la France aussi, parce qu'en 2002, 4 ans après notre arrivée en France, fait exceptionnel pour des Africains, 6 Africains exactement, nous devenons en 4 ans français. C'est pour ces raisons-là que j'aime la France. La France, c'est un pays qui m'a accueilli. La France, c'est un pays aussi qui m'a protégée. La France, en réalité, c'est un pays qui m'a permis de me reconstruire et qui a permis à ma famille de se reconstruire. Se reconstruire. Ça n'a pas été évident. En mars 1998, nous sommes accueillis dans ce qu'on appelle un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est dans ce centre-là que je vais découvrir pour la première fois les joies de l'enfance. Je vais découvrir ces joies-là aux côtés d'autres enfants qui ont un parcours aussi tumultueux que le mien. Ils viennent d'ex-Yougoslavie, ils viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne ou bien d'Asie. Et c'est cette France-là, en réalité, que j'aime. C'est une France, terre d'immigration et terre d'accueil. Mais en France, rien n'est vraiment simple. C'est vrai, nous nous sommes reconstruits en France, mais dans une ville qui s'appelle Béziers. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que ce soir je vous parle de cette ville. Cette ville-là, c'est l'opposé de ma France à moi, terre d'accueil et d'immigration. Béziers, c'est une ville qui a vu au fur des années son électorat préférer le vote pour l'extrême droite. Mais moi, je n'avais pas vraiment le choix. Quand vous habitez à Béziers, dans mon cas, vous avez 2 options. La première, c'est être accepté et vous faire accepter par les Français de Béziers. La deuxième, c'est attendre. Attendre le moment où vous allez avoir la possibilité de vous en aller le plus loin possible pour décider du reste de votre vie. À ce moment-là, j'ai décidé que je voulais être acceptée à tout prix. À tout prix, je vous le répète, j'aime la France. J'aime ce pays. Et je voulais être acceptée à tout prix par la France, parce que la France représentait pour moi l'opposé du continent africain. C'est un pays stable, c'est un pays paisible, c'est un pays où il fait bon de vivre. C'était donc pour moi l'opposé du continent africain. Pour vous dire vrai, j'avais de quoi me faire accepter par les Français de Béziers. 3 arguments pour moi. Le premier, ma famille est de la bonne religion, diront certains Français. Nous sommes catholiques. Le deuxième, mon père est passé de réfugié africain à immigré africain qui exerce un métier plutôt valorisant. Il était professeur de mathématiques au collège et au lycée. Le troisième, j'aurais préféré que mes parents me donnent un prénom africain, mais ils ont préféré m'appeler Audrey. Audrey, c'est très facile d'être acceptée à Béziers quand vous vous appelez Audrey. Sans doute que pour moi, ça aurait été encore plus compliqué si, par exemple, je m'étais appelée Fatoumata. Je trouve que c'est un très beau prénom, mais souvent la plupart des Biterrois, parce qu'ils s'appellent comme ça, bien sûr, trouvent que ce n'est pas du tout un beau prénom. Donc je voulais être acceptée par la France. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en réalité,
Peut-être que la France était un pays par défaut. Peut-être. J'avais quitté le Rwanda à l'âge d'1 an. En réalité, je pense que ce pays n'avait pas vraiment été le mien, qu'on soit bien clair. Je connaissais très bien d'où je venais. J'avais la chance de grandir dans une famille où l'on parlait le Kinyarwanda, de grandir dans une famille qui avait un attachement profond pour la culture rwandaise. Mais il y avait un petit souci aussi. C'est que dans cette famille-là, même si les ethnies n'existent plus comme telles de nos jours au Rwanda, je grandissais avec un père Hutu et avec une maman Tutsi. C'est très délicat. Leur amour leur avait permis de se mettre ensemble. Ils s'étaient battus pour se mettre ensemble. Mais leur amour les avait aussi fait fuir ce pays. Mon père était haut placé au Rwanda. Ma mère était une femme Tutsi qui n'avait jamais eu la possibilité de décider pour elle-même. Déplacée à 2 ans. Obligée d'aller apprendre à coudre et à cuisiner à 10 ans. Elle s'est battue pour aider sa famille. Je vous parle d'une dame qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais qui s'est retrouvée secrétaire pour le maire de Kigali. Je vous parle d'une dame qui me disait que dans sa jeunesse, elle savait que réussir sa vie, c'était épouser un Hutu. Et je ne voulais pas réveiller les blessures familiales à la maison en parlant du Rwanda. Donc je préférais la France. Et j'étais avant tout et surtout française. Surtout française. Il fut un temps, heureusement, où j'ai pu commencer à décider de ma vie. J'ai commencé lorsque j'ai eu mon bac, en prenant mes valises et en m'installant à Montpellier, une grande ville juste à côté. Là-bas, j'ai décidé de commencer des études en droit. Depuis toujours, il faut croire que j'ai envie de justice. Pendant ces études en droit, je ne pensais qu'à une chose, voyager. Voyager. Après tout, j'avais un passeport français, et pour moi, ce passeport français représentait la liberté. J'ai donc décidé, à la fin de mes études de droit, mon diplôme en poche, bien sûr, de m'en aller très loin, prendre une année sabbatique. Je me suis rendue, dans un pays bien différent de la France et dans un pays qui n'était pas en Afrique. Je suis partie pour l'Inde. Là-bas, j'y ai vécu ce que j'appelle le réveil indien. J'ai vécu un réveil vis-à-vis de mon identité culturelle. En Inde, j'étais basée à Bangalore. À Bangalore, j'habitais avec une famille indienne et je travaillais pour une ONG locale qui luttait pour la scolarisation des enfants. Ça peut sembler très altruiste de ma part, je peux vous donner l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais en réalité, je ne faisais strictement rien dans cette ONG. Pour la simple et bonne raison que je ne parlais pas la langue locale. Allez essayer de donner des cours d'anglais à des enfants traumatisés par les violences familiales qu'ils ont vécues, quand vous ne pouvez pas vous faire comprendre par eux, ni en français, ni en anglais. Rendez-vous dans un bidonville à Bangalore pour essayer de sensibiliser ces familles contre les violences domestiques, quand vous ne parlez que anglais et français. Ces familles-là vous regardent, hochent la tête et vous font comprendre qu'elles n'en ont strictement rien à faire. Ce n'est pas grave. Linguistiquement, en Inde, je n'ai rien appris, rien du tout, à part peut-être bouger la tête comme ça pour dire oui. Mais l'Inde, je vous l'ai dit, c'est un réveil. C'est là-bas que j'ai commencé à entamer cette transformation à l'intérieur de moi, grâce à 2 éléments. Le premier élément, c'est que là-bas, je vais nouer des amitiés très fortes avec des personnes extraordinaires, mais des personnes aussi qui vont me permettre d'avoir une toute autre compréhension du monde. Ces personnes-là vont m'ouvrir les yeux sur le monde. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose d'assez compliqué pour vous, puisqu'on est très loin de l'Inde. L'Inde, c'est un continent. Il y a 1,3 milliard d'habitants en Inde. L'Inde, c'est un continent où l'on parle couramment 120 langues. Maintenant, j'habitais à Bangalore. À Bangalore, on se trouve dans l'état du Karnataka. Dans cet état-là, on parle une langue locale, le Kannada. K-A-N-N-A-D-A, pas le pays. Si un habitant du Karnataka qui ne parle que le Kannada se rend dans l'état voisin, le Tamil Nadu, où l'on parle le tamoul.
Si cet habitant qui ne parle que le Kannada ne parle donc ni l'anglais ni l'hindi, les deux langues nationales, croyez-moi, il pourra essayer autant de fois qu'il veut de rentrer en communication avec un habitant du Tamil Nadu qui ne parle que le tamoul, ils ne réussiront pas à se comprendre. Et ce que je venais de comprendre là, c'était qu'il était tout à fait possible de se sentir un peu étranger dans son propre pays. Et c'est cette première compréhension du monde que je venais de comprendre. Vous pouvez vivre dans votre propre pays de naissance et vous sentir appartenir à une communauté culturelle bien identifiée. La deuxième raison qui a provoqué cette transformation, c'est que là-bas, je vais rencontrer beaucoup d'Indiens. Les Indiens voyagent énormément. Beaucoup d'entre eux ont eu à séjourner en Afrique. Très contents de me voir. Ils m'approchent. Par curiosité, ils me demandent d'où je viens. Est-ce que je viens d'Ouganda, d'Éthiopie, de Tanzanie? J'en passe. À chaque fois, je leur réponds un très fier non. Je suis française. Et j'étais surprise de les voir surprises par ma réponse. Allez pendant un long moment défendre votre nationalité française. Vous allez comprendre qu'en réalité, une partie de vous est incomplète. Une partie de moi était incomplète et je le comprenais, enfin. Ma famille avait tout fait pour me transmettre la culture et la langue rwandaise. Mais je n'avais pas grandi là-bas. Donc elle avait beau essayer, je n'avais que des bribes. Comme je n'avais que des bribes et que je passais mon temps à brandir cette nationalité, je me suis dit, prenons un avion, allons à Kigali, allons voir à quoi ressemble le Rwanda. Avril 2015. Pour la première fois, je retourne au Rwanda, mais je retourne aussi en Afrique pour la première fois. Là-bas, je vais y vivre une succession de chocs. Le premier choc, il est très bref, brutal mais très bref. C'est un choc olfactif. Pour toutes les personnes qui sont ici, vous êtes en Afrique. J'espère qu'une grande majorité d'entre vous ont eu l'occasion de quitter ce continent. Pas le Burkina, ce continent, parce que ce que je m'apprête à dire est valable pour tout le continent. Vous grandissez ou bien vous vivez ici une longue période de votre vie, vous quittez ce continent, à la minute où vous descendez de l'avion à votre retour, vous êtes frappé par un choc olfactif. Vous redécouvrez la douce odeur de l'Afrique. J'avais quitté l'Afrique à 5 ans. 17 ans plus tard, je réalisais que ma mémoire avait clairement bien mémorisé cette odeur pour me la refaire ressortir. Le deuxième choc, il est beaucoup plus parsemé. Ce choc-là, c'est un choc d'identité. J'avais grandi dans un pays où personne me ressemblait. À Béziers, à l'époque, quand nous sommes arrivés, nous étions la seule famille de Noirs dans cette ville. Donc il n'y avait que des Blancs autour de moi. Là, à Kigali, je sortais, la première chose que je voyais, des Noirs, avec un front aussi énorme que le mien. En plus de voir que des Noirs de partout, ces Noirs-là parlaient Kinyarwanda et je les comprenais. En Inde, 120 langues, je ne comprenais aucun Indien. Au Burkina, 60 langues à peu près, je pense, je n'en comprends aucune. Donc j'étais dans un pays où les gens me ressemblaient et je pouvais communiquer avec eux. J'étais en train de comprendre que je ressemblais naturellement et que j'appartenais naturellement à ce pays. C'était chez moi. À Béziers, j'avais lutté pour être acceptée. À Kigali, je n'avais même pas besoin de justifier que j'étais rwandaise, puisque j'étais rwandaise. Le troisième choc, il est plus personnel, très intense. 21 ans après avoir quitté ce pays, j'avais passé tout mon temps à entendre parler de gens que je ne connaissais pas de vue. Je les avais eus parfois au téléphone, mais je ne les avais jamais vus. C'est donc une famille que j'ai retrouvée, des cousins, des oncles, des tantes. Des personnes avec qui j'aurais aimé grandir, mais ce n'était pas possible. Parmi toutes ces personnes, il y a une personne que j'étais vraiment très heureuse de retrouver. J'avais attendu 17 ans de la revoir. C'était ma grand-mère paternelle. Quand vous ne grandissez pas chez vous, il y a une chose qui vous manque enfant, et vous le savez très bien, c'est vos grands-parents. Peu importe où vous grandissez, que ce soit sur ce continent ou sur un autre des continents, vous avez tous des souvenirs avec vos grands-parents, ou je vous souhaite d'avoir des souvenirs avec vos grands-parents. Moi, je n'en avais pas.
J'avais perdu mes 2 grands-pères avant ma naissance. J'avais perdu ma grand-mère maternelle en 1994. Et j'avais perdu ma grand-mère paternelle en mars 1998, le jour où nous avons pris cet avion. Elle n'a jamais pu nous rejoindre. Et sincèrement, je suis contente qu'elle ait fini sa vie, non pas en France, mais sur sa terre natale. Et je peux vous dire aussi une chose. C'est en la retrouvant que j'ai compris que c'est aussi le lien intergénérationnel qui fait que l'on se sent chez soi. Je vous ai raconté tout ça, mais n'oubliez pas que je suis ici parce qu'on se pose une question et que je me pose une question. C'est quoi connaître ses origines? Je peux vous dire ce que n'est pas connaître ses origines. Quand vous citez juste vos origines, vous ne les connaissez pas. Je peux vous dire que connaître ses origines, c'est avoir un héritage culturel que vous n'allez pas brandir, que vous n'allez pas justifier, que vous n'allez jamais revendiquer. Connaître vos origines, c'est avoir le droit d'être. Je peux aussi vous dire qu'à partir de cette réflexion, avoir le droit d'être, quand je suis sortie de cette année sabbatique, j'ai pris le temps. J'ai décidé de changer mon cursus universitaire. Je suis passée de droit à sociologie et développement, pas à Montpellier, pas en France, mais en Belgique. Pourquoi? Je me pose encore la question. J'adore la Belgique, mais je ne comprends toujours pas pourquoi je suis restée là-bas et tombée amoureuse de ce pays. Ce que je sais, par contre, c'est qu'en Belgique, l'ancien pays colonisateur du Rwanda, c'est là où on trouve la plus dense communauté rwandaise. Ce que je sais également, c'est que la Belgique, c'est un pays frontalier de la France. C'est aussi là où on trouve la plus dense communauté française. Donc je peux vous dire que connaître ses origines, c'est ne pas avoir à choisir. Dans mon cas, je n'avais pas à choisir quand j'étais en Belgique entre la communauté française et la communauté rwandaise. Parce que j'étais en train de comprendre que c'était juste savoir d'où je viens et qui je suis, non affirmer mon appartenance à une communauté, quelle qu'elle soit. C'est la première partie de cette définition. La deuxième partie de ma définition, c'est que je venais de comprendre aussi que connaître ses origines, c'est avoir le devoir d'être. Aujourd'hui, je ne revendique pas mes origines comme une fierté. Je ne revendique pas non plus ma nationalité comme un privilège. J'ai appris par contre que c'était des parties fortes et complémentaires de mon identité. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir grandi en France parce que j'ai appris à prendre le meilleur de ce que la France pouvait me donner. À l'heure actuelle, je suis également très heureuse de vous dire que je suis et que je resterai pour toujours rwandaise. À l'heure actuelle aussi, j'habite au Burkina Faso. C'est un très beau pays. Là aussi, ne me demandez pas pourquoi je suis venue ici, je me pose encore la question. Au Burkina Faso, c'est ici que j'ai consolidé cette pensée. Au Burkina Faso, c'est une ancienne colonie française. Très souvent, il m'arrive de tomber sur des jeunes et des moins jeunes qui vouent une adoration que j'avoue ne pas comprendre pour la France. Si j'avais un seul et unique message à transmettre à ces personnes-là, c'est que je pense sincèrement que la France ne résout rien du tout. La France ne sera jamais une solution, jamais. J'ose même vous dire que la France sera un problème si vous ne comprenez pas la force de ce droit et de ce devoir d'être. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous avez le droit d'être burkinabé, mais que vous avez le devoir aussi de défendre ce droit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je vous explique cela parce que j'ai appris à aimer mon africanité. Mais j'ai aussi appris à l'harmoniser avec mon histoire bien française. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous dire que ce voyage n'est pas fini, loin de là. C'est sans doute le voyage de toute une vie. Mais j'aurai un dernier message à vous faire passer. Que vous soyez africain d'Afrique, ou africain d'ailleurs, vous avez le devoir de chercher à connaître vos origines. Vous avez aussi le devoir de ne jamais envier ce qui vient d'ailleurs. Parce que malheureusement, nous sommes à une époque où l'Afrique est à la mode, c'est vrai. Mais les Africains ne le sont toujours pas. Je vous remercie.